Et si chaque moustique génétiquement modifié portait en lui l'ombre d'un passé que beaucoup préféreraient oublier? La question semble anodine, mais elle est lourde de sens. Elle contient en germe des siècles de mémoire, de conflits, de doutes sur la nature même du progrès et sur la place de l'Afrique dans la grande aventure scientifique du monde. Pour nombre d'Africains, ces moustiques OGM n'incarnent pas uniquement la lutte contre le paludisme. Ils symbolisent la persistance d'un rapport inégal, où l'Afrique reste, trop souvent, un laboratoire pour les ambitions extérieures. Chaque essai, pour le bien de tous, fait ressurgir la même question. À qui profite vraiment le progrès? Ici, la science n'est jamais neutre. Elle devient le champ de bataille d'un affrontement plus vaste. Qui détient le droit de choisir le destin d'un peuple? Quand l'innovation, censée émanciper, se transforme-t-elle en instrument de contrôle? La mémoire collective du Burkina Faso demeure marquée par des promesses importées, synonymes d'une dépendance difficile à briser. La bataille ne fait que commencer. Ce n'est pas la première fois que la promesse du progrès moderne se retourne contre ceux qu'elle prétend sauver. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes des laboratoires et des ministères? Pour comprendre, il faut revenir au début de l'histoire, là où la science et le pouvoir se sont rencontrés. Lorsque le président Ibrahim Traoré a ordonné l'élimination de tous les moustiques OGM issus du projet Target Malaria, un silence épais s'est abattu sur le monde scientifique. Ce projet, financé par des laboratoires occidentaux à hauteur de 75 millions de dollars, promettait rien de moins qu'une révolution médicale. Sur le papier, les perspectives étaient brillantes. Éradiquer le paludisme, sauver des millions de vies et inscrire l'Afrique dans une nouvelle page de l'innovation. Pourtant, sur la terre burkinabé, cette décision a réveillé de vieux souvenirs. Ceux d'essais imposés, d'expériences menées sans consentement et d'une autonomie souvent sacrifiée sur l'autel du progrès. Refuser d'être le terrain d'une nouvelle expérimentation, c'est aussi risquer l'isolement, la privation d'innovations cruciales et peut-être la mise en péril de millions de vies. Mais céder, n'est-ce pas risquer de perdre une fois de plus la maîtrise de son avenir? L'Afrique peut-elle rompre ce cycle ou sera-t-elle condamnée à choisir entre souveraineté et survie? À chaque fois, le même schéma se rejoue. Brevets et profits restent hors d'Afrique, les décisions importantes se prennent loin, tandis que les risques et les pertes pèsent sur les épaules des communautés locales. Le continent devient laboratoire d'expérimentation, mais jamais propriétaire des solutions imposées. Ici, la science n'est jamais perçue comme neutre. Elle porte la mémoire douloureuse de générations soumises à des tests, à des promesses qui ne profitent qu'à d'autres. Modifier le vivant ne signifie pas seulement lutter contre une maladie, c'est aussi risquer de se voir, une fois encore, dépossédé de son avenir. Ce désastre n'est pas un cas isolé. En Afrique du Sud, de petits cultivateurs de maïs et de coton, attirés par la promesse de modernité, se sont retrouvés pris au piège des semences brevetées. Endettement, achats imposés de semences et de pesticides venant d'ailleurs, pertes cumulées. Entre 2010 et 2020, au Ghana et au Nigeria, les importations de produits chimiques agricoles ont doublé, renforçant la mainmise des multinationales sur toute la chaîne, du laboratoire au champ. Pour saisir le rejet des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso, il faut remonter le fil d'une histoire où la science importée sème plus souvent la dépendance que la liberté. Prenons par exemple le coton OGM, autrefois baptisé l'or blanc du Burkina Faso. Quand les multinationales sont arrivées avec leurs semences, elles ont promis des récoltes abondantes et des lendemains meilleurs. L'espoir a vite inondé les campagnes. Mais en quelques années, tout s'est effondré. Les insectes sont devenus résistants, la fibre a perdu en qualité, les acheteurs étrangers ont déserté. Les revenus des agriculteurs se sont évaporés et l'État, après avoir englouti des millions, a dû renoncer à cette aventure OGM qui s'est révélée être un piège. Dès lors, pourquoi Target Malaria cristallise-t-il tant de tensions? Pourquoi ce projet devient-il la goutte de trop pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique? Confier les clés de l'innovation à l'étranger, c'est accepter le risque d'emprisonner des nations entières dans de nouveaux cycles d'endettement et de vulnérabilité. Les profits sont privatisés, les pertes socialisées. Avec chaque nouveau brevet, un peu plus d'autonomie s'envole. Ce scénario s'est répété ailleurs, dans d'autres contextes. On peut évoquer le cas du riz doré aux Philippines, où des semences enrichies en vitamine A ont été introduites avec beaucoup de bruit médiatique.
Pourtant, la promesse de sauver des millions d'enfants de la cécité s'est heurtée à la réalité. Dépendance technologique accrue, coûts cachés et résistance des agriculteurs locaux qui n'avaient pas été associés à la prise de décision. Une guerre feutrée se déroule, bien plus vaste que la simple lutte contre le moustique. Au cœur du combat contre le paludisme, une autre bataille se dessine, celle de la préservation de la souveraineté et du refus de la dépossession. Target Malaria, initiative titanesque dotée de plus de 170 millions de dollars, veut modifier l'ADN des moustiques pour briser la chaîne de la maladie. Les laboratoires surgissent, la formation des scientifiques africains s'accélère, les campagnes médiatiques promettent une rupture historique. Tout semble orchestré, limpide, appuyé sur l'espoir d'un continent libéré du paludisme. Pour comprendre l'ampleur de cette méfiance, il faut écouter les voix du terrain, là où chaque décision scientifique devient un choix de société. Imaginez un village du centre-ouest, où les anciens se souviennent encore des campagnes de vaccination forcées des années 60. Ils racontent comment, à l'époque, des médecins venus de loin imposaient des traitements sans explication, parfois avec des conséquences désastreuses. Ces souvenirs ne s'effacent pas. Mais les blessures du passé sont tenaces. Ici, le fantôme du coton transgénique flotte encore. Promesses de récoltes miraculeuses, brevets enfermés hors d'Afrique, richesses qui s'évaporent vers l'Occident et cultivateurs laissés seuls face à la ruine. Le progrès, dans ces circonstances, a souvent un goût de trahison. Face à cette nouvelle offensive scientifique, la méfiance s'enracine. Les questions fusent. Pourquoi ne pas relâcher d'abord ces moustiques à Londres ou à Paris? Pourquoi l'Afrique servirait-elle, encore une fois, de laboratoire au monde? Cette expérience dépasse le simple test. Elle touche à la vie, à la terre, à l'avenir même d'un peuple. La décision du président Traoré ne surgit pas au hasard. Elle concentre une colère partagée, ranime la quête de dignité, mais fait aussi naître une ère d'incertitude et d'opportunité. L'Afrique doit-elle continuer à laisser d'autres écrire son avenir? Un instant de silence plane, comme si le monde retenait son souffle. Qui osera vraiment s'opposer à la philanthropie mondiale? Et à quel prix? Accepter ce modèle, ce n'est pas juste ouvrir la porte à la science, c'est risquer de perdre le contrôle sur ses terres, ses corps, ses enfants. Les brevets restent hors de portée. La souveraineté locale vacille chaque fois que l'essentiel se décide ailleurs, sans débat. La peur d'une nouvelle dépendance est aussi vive que l'espoir d'éradiquer la maladie. Derrière la décision, tout un pays retient son souffle, pris entre prudence et espoir. Les regards se tournent vers les villages, là où se joue la suite. Les radios communautaires débattent, les familles discutent à la veillée, les étudiants organisent des forums de réflexion. Ce sont autant de scènes où le peuple tente de reprendre la main sur son histoire. Lorsque le Burkina Faso a ordonné l'élimination de tous les moustiques génétiquement modifiés, la réaction a été immédiate et massive. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, une vague de fierté nationale a déferlé. Des manifestations spontanées, des slogans comme « Pas de cobayes » ou « Notre Afrique, notre choix » se sont propagés bien au-delà des frontières du pays. Désormais, une question obsède. L'Afrique peut-elle vraiment imposer ses propres choix à la science mondiale? Peut-elle dire « Nous déciderons de nos solutions, de nos calendriers, de nos priorités », alors que les financements, les brevets et la reconnaissance restent aux mains d'intérêts extérieurs? Pour beaucoup, c'était la première fois que la population se sentait actrice de son destin scientifique, et non simple spectatrice d'essais venus d'ailleurs. Cette décision a soudé les citoyens, créant un sentiment inédit de puissance collective. Des groupes de jeunes ont organisé des débats publics, des artistes ont composé des chansons pour célébrer le choix de la souveraineté, et même les leaders religieux se sont exprimés en faveur d'une science maîtrisée localement. À l'international, le choc a été palpable. De grandes institutions scientifiques et des gouvernements occidentaux ont dénoncé ce qu'ils qualifient de rejet de la science ou de dérive populiste. Pourtant, ailleurs, surtout en Afrique, la décision a été saluée. Défendre la souveraineté contre les pressions extérieures est devenu un cri de ralliement, de Bamako à Dakar, de Johannesburg à la diaspora de Paris. Le geste du Burkina Faso dépasse largement ses frontières. Il devient le symbole d'un continent longtemps réduit au rôle de laboratoire mondial. Cette décision résonne dans les universités, dans les médias, jusque dans les familles qui, bien souvent, n'ont jamais été consultées sur ces projets imposés.
Mais ce bras de fer n'est pas seulement une question de moustique ou de science. Il révèle les lignes de fracture profondes qui traversent l'Afrique et le monde. Mais derrière la fête, l'inquiétude s'installe. Les bailleurs de fonds couperont-ils leur aide? Les laboratoires étrangers refuseront-ils de partager leurs recherches ou d'investir localement? Surtout, quelles alternatives la région peut-elle proposer pour lutter contre le paludisme, alors que des millions d'enfants sont encore menacés? Le choix est vertigineux. Gagner la dignité au risque d'isolement ou préserver le soutien scientifique au prix de l'autonomie. Chaque option pèse lourd sur l'avenir de la santé publique et de la recherche locale. Le dilemme est désormais posé et personne ne pourra l'ignorer. Et si la véritable révolution n'était pas technique, mais humaine? Retrouver la liberté de choisir. Car toute innovation porte en elle des choix de pouvoir, d'appropriation, de risques partagés ou imposés. Ce ne sont jamais de simples avancées, ce sont des lignes de front invisibles. Trop longtemps, la science a été brandie comme universelle, effaçant blessures, mémoire et inégalités. Mais le refus du Burkina Faso met en lumière une vérité cruciale. La souveraineté ne se limite plus aux frontières des cartes. Elle se joue dans la semence, dans le soin, dans le code génétique qui circule d'un continent à l'autre. En détruisant les moustiques modifiés, le Burkina Faso n'a pas seulement rejeté une expérience scientifique. Il a lancé une question gênante. Pourquoi ce droit à la prudence, à l'autodétermination, est-il salué en Europe ou aux États-Unis, mais jugé dangereux, presque subversif, si une nation africaine l'exige? Ce double standard révèle la véritable bataille. Qui possède le pouvoir de décider pour soi? Ce combat ne s'arrête ni à Ouagadougou ni au Sahel. Partout, chaque peuple, chaque gouvernement affronte la même interrogation. Qui doit choisir l'avenir technologique à embrasser? Qui portera les conséquences si l'innovation échoue? Accepter aveuglément les solutions miracles extérieures, c'est risquer de retomber dans les pièges du passé. Insister sur la co-construction, la transparence, le respect des réalités locales, c'est bâtir une souveraineté nouvelle. C'est refuser que la modernité rime avec dépossession. Mais la question ne s'arrête pas au Burkina Faso, car chaque avancée technologique, partout dans le monde, vient désormais interroger la même tension. Progrès ou dépossession? Qui détient vraiment le pouvoir sur les outils qui redessinent notre futur? Le geste du Burkina Faso oblige à regarder au-delà des promesses, à interroger sans relâche. La modernité, pour qui? Par qui? À quel prix? Le véritable enjeu n'est pas de s'opposer à la science, mais d'imposer une vigilance lucide. Manquer ce sursaut, c'est courir le risque de voir l'histoire se répéter. Non plus seulement avec des OGM ou des moustiques, mais avec l'intelligence artificielle, la surveillance numérique ou d'autres technologies dont nous ne contrôlons ni le code ni les conséquences. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, des algorithmes de reconnaissance faciale sont testés dans certains pays africains pour surveiller les populations, souvent au détriment des libertés individuelles et sans contrôle démocratique. Prenons l'exemple du vaccin contre l'Ebola. Lors des grandes épidémies en Afrique de l'Ouest, des essais cliniques ont été menés à une vitesse inédite, souvent sans réelle consultation des populations concernées. Si le vaccin a permis de sauver de nombreuses vies, le débat sur l'éthique des essais et la transparence de l'information reste brûlant. De même, en Inde, la mise en place de semences génétiquement modifiées dans le coton a entraîné l'endettement massif de petits paysans et des vagues de suicides. Les leçons de ces drames ne sont pas oubliées. Et vous, serez-vous un simple spectateur ou l'auteur de demain? Cette question n'a rien d'abstrait. Refuser de s'impliquer, c'est accepter que d'autres décident pour nous, plantent dans nos sols, relâchent dans nos cieux et façonnent l'héritage de nos enfants. Quatrièmement, valoriser l'éducation scientifique dès le plus jeune âge pour que chaque citoyen puisse comprendre les enjeux et participer au débat. Cinquièmement, créer des alliances régionales pour défendre ensemble la souveraineté technologique en partageant ressources et expertise. Enfin, promouvoir la coopération Sud-Sud en invitant des scientifiques africains à collaborer avec leurs homologues d'Amérique latine ou d'Asie pour bâtir des modèles d'innovation plus équitables. Face à ces exemples, la vigilance et la participation citoyenne deviennent cruciales. Que faire concrètement? Premièrement, exiger la transparence totale des essais scientifiques et des contrats avec les multinationales. Deuxièmement, renforcer les capacités de recherche locales, en finançant des universités africaines et en développant des laboratoires indépendants.
Troisièmement, instaurer des mécanismes de consultation publique avant toute expérimentation à grande échelle et garantir la protection des savoirs traditionnels contre l'appropriation illégitime. Au Burkina Faso, l'affaire des moustiques génétiquement modifiés a ouvert une brèche. Ce n'est pas seulement une révolution scientifique, c'est le tracé d'une frontière entre deux mondes. D'un côté, la soumission choisie, de l'autre, la souveraineté arrachée. Ici, chaque mot, chaque silence, chaque geste pèse lourd. Où que vous soyez, votre voix compte. Parlez-en autour de vous, défendez vos convictions. Car l'histoire n'honore pas les spectateurs, mais les protagonistes. Mais saisir cet instant, c'est planter la graine de la souveraineté. C'est défendre notre droit à choisir, à dire non, à écrire notre propre histoire. Ce débat ne concerne pas seulement les scientifiques ou les gouvernants, il nous interpelle tous. Ce qui se joue dépasse les laboratoires ou les villages africains. Il s'agit de dignité, de mémoire, d'autonomie. Il s'agit de refuser que le progrès serve de masque à de nouvelles formes de dépendance. Se détourner, c'est laisser d'autres breveter notre avenir, transformer nos sociétés en simples terrains d'essai. À ce carrefour, que choisirez-vous? La facilité ou la liberté? La souveraineté ne se reçoit pas, elle se conquiert, chaque jour, par des choix, des mots, des actes. Décidez maintenant. Serez-vous acteur ou simple témoin de la transformation du monde? Pour conclure, souvenons-nous d'une chose. La technologie n'est pas un destin. Elle est un outil dont l'usage doit rester entre les mains des peuples. L'histoire du Burkina Faso n'est qu'un chapitre d'un récit mondial qui s'écrit à chaque instant, dans chaque laboratoire, chaque village, chaque famille. Le choix appartient à ceux qui osent le revendiquer.